Bonjour, Martine, infirmière à l'hôpital de Valence en service d'addictologie. Bonjour, moi c'est Angéline, je suis infirmière aussi en service d'addictologie et en service de liaison. Donc le Dry January, c'est un mouvement qui est international, qui a été créé au Royaume-Uni il y a un certain nombre d'années, qui en France est arrivé en 2020. Donc c'est un mouvement qu'on voit tous les ans, qui commence le 1er janvier, qui se termine le 31 juillet et qui peut être fait tout le mois ou une partie du mois, qui permet de se poser beaucoup de questions sur sa consommation, sur sa façon de consommer, sur sa quantité. Il est un mouvement qui est collectif, qui rassemble plein de gens en France. Il y a même une application qui est sortie sur le Dry January, où on peut se mettre en groupe avec ses copains, avec sa famille. C'est une campagne qui est nationalisée en France avec tout plein d'associations qui relaient tout ça. Ça permet aussi d'avoir plus d'informations, de prendre plus soin de soi, de réfléchir aussi aux petits plaisirs qu'on peut avoir hors alcool dans sa vie. D'accord par contre que c'est pas un concours le Dry January, il n'y a pas de bons points, il n'y a pas de mauvais points, il n'y a pas de perdants, il n'y a pas de gagnant. Ça permet quand même une vraie liberté d'avancer à son rythme. Cependant, c'est pas seulement une action collective, c'est aussi une action individuelle. Concrètement, on est au mois de janvier, la personne se pose la question « Comment je peux réfléchir à ma consommation d'alcool ?» Déjà, tout simplement, à se poser la question, peut-être se dire à quel moment j'utilise l'alcool. Est-ce que c'est plutôt une récompense ? Est-ce que c'est plutôt convivial ? Est-ce que c'est pour m'aider à dormir ? Est-ce que c'est pour gérer mes émotions ? Déjà, c'est vraiment se poser des questions. Si individuellement, on se dit j'ai envie d'arrêter, alors peut-être pas un mois, mais peut-être au moins un jour, 2 jours, 3 jours. Déjà, au-delà de 3 jours, une personne qui ne consomme pas du tout d'alcool pendant 3 jours, déjà au niveau physique, son corps ressentira vraiment qu'il y a eu une coupure. Il y a bien sûr des personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Et il faut vraiment se poser la question, est-ce que je peux arrêter ? Si la personne sent qu'elle va être rapidement en difficulté, en parler avec son médecin ou peut-être déjà avec son entourage. L'alcool, ce n'est pas rien, c'est une molécule psychoactive. C'est vraiment important de se poser la question individuellement, quel rapport j'ai avec ce produit. Donc en France, ces dernières années, la consommation globale a diminué. Donc on peut dire que c'est super, c'est un progrès. Effectivement, c'est un progrès en termes de volume, mais malgré tout, le rapport avec l'alcool est toujours pas si anodin que ça, surtout s'il est chez les jeunes. Est-ce qu'on peut faire la fête sans alcool ? Est-ce qu'on peut être avec des amis sans alcool ? Voilà, donc malgré que de manière globale en France, la consommation d'alcool a diminué, le rapport avec le produit pose encore question et d'où l'importance de ce mois où on se pose des questions individuellement et de manière collective. Est-ce qu'on a une idée au niveau du coût social, économique, de l'impact de l'alcool en France ? Oui, l'alcool coûte très cher. L'alcool revient à peu près à 102 milliards d'euros par an de coût social, c'est-à-dire 6% du PIB français. Comparativement, le tabac revient à 156 milliards d'euros. Par contre, les drogues illicites, on parle de cannabis, héroïne et toutes les autres, c'est à peu près 7,7 milliards. On a quand même un énorme coût social. Alors dans le coût social, dans ce calcul un peu gros, on compte bien tout ce que coûtent les décès liés à l'alcool. On ajoute aussi les pathologies liées à l'alcool, les arrêts maladie liés à l'alcool, plus le coût de la prévention. Et on soustrait à tout ça ce que rapporte l'alcool, c'est-à-dire les taxes et toutes les retraites qui n'ont pas été payées puisque les gens sont malheureusement décédés avant. Et ça donne un coût à peu près de 102 milliards d'euros. Donc moi, je suis docteur Régnier, je travaille dans le service d'addictologie de l'hôpital de Valence depuis 5 ans. Et moi, je suis le docteur Cartier Jennifer, je travaille dans le service depuis 6 mois en tant qu'addictologue. Donc c'est un service qui se trouve au centre de l'hôpital de Valence, dans lequel nous accueillons tout type d'addiction, que ce soit des drogues ou des substances légales comme l'alcool ou le tabac, et illégales comme la cocaïne, l'héroïne, le cannabis. Le soin se sépare en 2 parties, qui peuvent être faites indépendamment ou ensemble. Un premier temps où on accompagne le patient dans le sevrage de sa substance avec des médicaments adaptés pour que le sevrage se fasse sans danger. Et dans un deuxième temps, un versant plus psychologique où on accompagne le patient dans la consolidation de son abstinence à sa substance. Une part d'éducation thérapeutique. L'idée, c'est de savoir comment fonctionne sa maladie et concrètement contre quoi il faut se battre.
et une part d'accompagnement psychologique via différentes thérapies de médiation qu'on propose ici. Les données de santé publique par rapport à l'alcool estiment que la consommation d'alcool et ses conséquences seraient le premier motif d'hospitalisation en France et que 30% des admissions aux urgences seraient liées aux consommations d'alcool et à leurs méfaits. L'alcool est une substance psychoactive, c'est-à-dire que c'est une molécule qui va directement agir sur notre cerveau et modifier les perceptions qu'on peut avoir de l'environnement et de nos comportements. L'alcool donc se consomme par voie orale, en ingérant. On estime qu'entre la première gorgée d'alcool et le moment où la molécule atteint le cerveau, il s'écoule environ 5 minutes. Donc les premiers effets de l'alcool arrivent 5 minutes après l'ingestion et les effets maximum, c'est-à-dire l'effet du verre qu'on vient de boire, arrivent au bout de 45 minutes. Et dure environ 1 heure, 1 heure et demie avant de commencer à s'éliminer. 95% de l'alcool est éliminé par le foie dans l'organisme. Donc, on estime qu'un verre standard d'alcool entraîne une augmentation de l'alcoolémie dans le sang de 0,2 g. Et en ce qui concerne la vitesse d'élimination de l'alcool dans le sang, on parle de 0,1 g par heure, soit environ 2 heures pour éliminer un verre standard, en sachant que tous ces calculs peuvent largement varier d'une personne à une autre en fonction du poids, du sexe et puis aussi de la capacité individuelle de filtration de l'alcool au niveau du foie. Alors, un des risques de la consommation d'alcool, bien sûr, c'est de déclencher une addiction à ce produit. Il y a plusieurs critères pour définir si on souffre d'addiction ou pas. Un des premiers, ça va être ce que nous, on appelle la perte de contrôle, c'est-à-dire que la consommation d'alcool va être plus longue ou plus intense que ce qui avait été souhaité au départ. Par exemple, on va à une soirée et on veut rentrer à 2 heures en conduisant et en fait, on n'est pas en capacité de conduire et on se réveille au petit matin en ayant oublié ce qu'on a fait, alors qu'on avait prévu de partir. Donc, c'est vraiment la différence entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait en réalité, qui définit une partie de l'addiction. D'une autre manière, on peut dire que l'addiction, c'est une pathologie de la perte du choix dans la consommation du produit auquel on est addict. L'addiction, on peut aussi la définir par des efforts infructueux pour réduire ou diminuer sa consommation. C'est-à-dire que la personne se rend compte des conséquences de la consommation d'alcool dans sa vie, veut diminuer, veut arrêter, mais n'y arrive pas. Un des autres critères de l'addiction, c'est ce que nous, on appelle le craving. C'est un terme anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction française, mais qui voudrait traduire une envie impérieuse de consommer. Une envie très forte, désagréable, qui se définit souvent par une obsession sur l'envie de boire et sur la façon dont on va réussir à se procurer de l'alcool. Il faut voir ça comme un moment désagréable. C'est un peu un combat interne entre le cerveau malade et le cerveau sain, celui qui veut boire et celui qui ne veut pas boire. Lors d'une addiction, il peut apparaître dans l'alcool des symptômes de sevrage au niveau du corps, comme des tremblements, des sueurs, etc. Mais elle n'est pas automatique. On peut très bien être addict à l'alcool sans avoir jamais ressenti ou eu de symptômes de sevrage. Dans l'addiction, on peut aussi voir apparaître un phénomène de tolérance, c'est-à-dire qu'on va devoir augmenter les doses d'alcool pour avoir l'effet recherché initialement, parce que notre corps s'habitue simplement à ce qu'on consomme. La tolérance, elle peut aussi se définir par quelqu'un qui, comme on dit, tient beaucoup l'alcool, c'est-à-dire qui peut boire des quantités astronomiques sans être ivre. Ça peut aussi traduire la tolérance du corps à l'alcool. Un dernier critère d'addiction, ça peut être le fait de poursuivre la consommation malgré conséquences négatives dans la vie. C'est-à-dire que c'est toute la difficulté avec cette maladie, c'est que les personnes ont parfaitement conscience des conséquences négatives et des difficultés que l'alcool entraîne dans leur vie. Ça les fait d'ailleurs souffrir, mais sont en incapacité de changer leur comportement malgré les conséquences. C'est ce qui est parfois difficile à comprendre pour les proches, puisqu'en fait, ils sont face à quelqu'un qui a pleinement conscience des conséquences de l'alcool dans sa vie, mais qui est en incapacité de changer son comportement. Comportement qui peut paraître simple à changer pour l'entourage, mais qui est extrêmement difficile à modifier quand on souffre d'addiction et surtout quand on n'est pas accompagné. Pour finir, j'ajouterais que les critères d'addiction que j'ai pu vous citer là ne sont absolument pas liés à la quantité d'alcool ingéré. J'ai pu avoir des patients qui avaient tous les critères d'addiction pour des quantités assez faibles, comme des patients qui buvaient des quantités très importantes mais qui n'avaient pas de critères d'addiction. Les conséquences de la consommation d'alcool peuvent toucher tous les consommateurs, même ceux qui ne souffrent pas d'alcoolodépendance. L'alcool est responsable de plus de 200 maladies de manière soit directe, soit indirecte. L'alcool est la drogue qui est la plus à risque, en fait, pour soi ou pour les autres. Les conséquences à court terme d'une consommation d'alcool peuvent être donc l'état d'ivresse aiguë, avec l'altération de la vigilance qui est avec,
les conséquences au niveau social. Donc, il peut y avoir des comportements violents qui peuvent être induits par cet état d'ivresse aiguë. Et il peut y avoir aussi des comportements sexuels non souhaités par la personne qui consomme l'alcool. L'alcool peut entraîner une altération de l'estimation du danger pour soi et pour les autres. Par exemple, sur la route, on sait qu'un accident mortel sur 3 est lié à une consommation d'alcool. La consommation d'alcool au long cours est un facteur de risque de développer un cancer, en fait. Donc, on sait qu'il y a principalement 7 localisations qui sont concernées par ce risque. Donc, il y a tout ce qui concerne la sphère ORL, donc la gorge, le pharynx, le larynx. Après, quand on descend un petit peu plus bas, il peut y avoir l'œsophage qui peut être touché, l'estomac. Le risque aussi est assez important chez les femmes pour le risque de cancer du sein. Et donc ça, on sait que c'est déjà à partir d'un verre d'alcool standard par jour que ce risque existe. On sait qu'il y a à peu près 8% des cancers qui sont en lien avec la consommation d'alcool. La consommation d'alcool chronique représente un risque cardiovasculaire notable. Donc, c'est-à-dire que l'alcool va provoquer une augmentation de la pression artérielle qui peut mener jusqu'à l'hypertension artérielle chronique. L'alcool provoque aussi des cardiopathies ischémiques, donc des infarctus du myocarde, et aussi des AVC. Il existe aussi des troubles cognitifs qui peuvent être de l'ordre des troubles de l'attention, de la concentration et de l'exécutif. Au niveau du foie, on observe aussi une stéatose hépatique chez les personnes qui consomment de l'alcool de manière régulière, c'est-à-dire que le foie va être gros et gras. Et cette stéatose hépatique, elle n'est pas forcément symptomatique. On peut ne pas s'apercevoir qu'on souffre de ça. Seulement, par la suite, le foie va continuer à grossir et va développer ce qu'on appelle une fibrose qui peut évoluer après à la cirrhose. Quand on est au stade de cirrhose, c'est un stade qui est irréversible. La cirrhose peut être asymptomatique ou elle peut être compliquée. Donc les complications de la cirrhose, ça peut être de développer de l'acide, c'est du liquide dans le ventre, des œdèmes, peut être une encéphalopathie hépatique, et puis ça peut évoluer jusqu'à développer un cancer du foie. Il faut noter que les femmes sont plus vulnérables par rapport au risque de cirrhose que les hommes. Donc sur le plan psychiatrique, on a noté qu'en fait l'alcool provoque une majoration des signes de dépression et des signes d'anxiété et des troubles du sommeil. En effet, quand les personnes viennent dans le service et se plaignent de troubles anxieux dépressifs et qu'elles arrêtent l'alcool, on constate qu'une grande majorité, au bout d'à peu près 15 jours, ne souffre plus de ces symptômes-là du fait d'avoir arrêté l'alcool. L'alcool est le premier facteur de risque de mortalité chez les jeunes adultes. L'alcool peut être responsable de problèmes judiciaires, de garde à vue, de violences, de conduite sous état d'alcoolémie. Il est parfois responsable aussi de difficultés de relations avec ses proches, d'éloignement de la famille, de conflits au sein du couple et des enfants. Il peut y avoir aussi un retentissement sur sa capacité à se rendre à son travail, à être performant au travail, avec un risque de perte d'emploi, de désocialisation par la suite. Il peut y avoir une baisse de la capacité à gérer le quotidien, à faire ses factures. Il peut y avoir une accumulation de dettes avec une dégradation financière, un isolement social important. Donc bonjour, moi je m'appelle donc Émilie Martel, je suis psychologue, j'interviens au sein de l'unité de soins en alcoolologie et en addictologie dans le centre hospitalier de Valence. J'interviens sur un mi-temps. Alors je crois que ce qui est important, c'est déjà de différencier la consommation d'alcool occasionnelle et consommation d'alcool où on a une dépendance. Le dry January par exemple, lui, plus attrait à des personnes qui ont une consommation d'alcool occasionnelle. C'est très important parce que quand on ressent une dépendance à l'alcool, il est contre-indiqué d'arrêter de l'alcool comme ça à la maison tout seul. Ça, c'est un premier point, moi je trouve qui est très important à rappeler. Ensuite, ce qu'on peut dire quand même, c'est que contrairement aux idées reçues, en fait, l'alcool, ça favorise la dépression et ça accentue même une anxiété. On croit que ça va nous détendre. Alors oui, ça a une vertu un peu de désinhibition, de détente, en tout cas dans une première intention, mais en réalité, au contraire, ça vient accentuer la dépression, ça vient accroître les anxiétés et voire même ça modifie la manière dont on interprète les choses autour de nous, notre appréhension du monde, notre interprétation de ce qu'on vit autour de soi. Et ça peut même provoquer une forme d'agressivité, d'impulsivité. Parfois, il peut y avoir des mises en danger.
des mises en danger de soi, avec des troubles du comportement. Sous l'emprise d'alcool, en fait, on peut avoir des comportements désinhibés et du coup, parfois, prendre le risque de se mettre en danger. C'est important aussi qu'on soit vigilant que le dry January peut parfois entraîner ce qu'on appelle la levée du déni, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir une consommation finalement que lui va qualifier de occasionnelle et en fait, à cause du dry January, il va se rendre compte qu'il ne va pas pouvoir s'empêcher de consommer. Il peut avoir du coup la prise de conscience d'un problème de consommation. Donc, il faut être assez vigilant et prudent pour ces personnes-là parce que ça peut être très déstabilisant de se rendre compte soudainement que finalement, on a une dépendance à l'alcool. C'est vrai que ce qui est important de souligner, c'est qu'à cause de l'alcool, malheureusement, ça a un impact sur l'estime de soi. C'est-à-dire que plus on consomme, plus on va se sentir disqualifié et on va avoir malheureusement une perte de confiance de soi. Ce qu'on attend quand même avec le dry January et assez rapidement ce qu'on observe, c'est tout de suite une meilleure confiance en soi, meilleur sommeil réparateur, une baisse des tensions psychiques, même physiquement en fait, on observe une peau plus jolie, plus agréable, avec un teint plus frais. Assez rapidement en fait, on observe quand même des impacts positifs sur l'arrêt d'alcool, même si c'est que pour le dry January. Alors, le défi, quand même, qui est très important, c'est que le dry January, ça fait un arrêt sur image sur soi et sa consommation. C'est comme si on demandait à quelqu'un de faire un focus sur, où est-ce que j'en suis dans ma consommation par rapport à aujourd'hui, quand même, dans notre société, la consommation d'alcool, c'est quand même quelque chose de très présent, voire culturellement, je dirais presque défendu, comme une valeur nationale, en quelque sorte. Et du coup, c'est quand même très engageant de pouvoir faire un peu un arrêt sur sa propre consommation. Moi, je trouve que c'est un acte à la fois courageux, parce que c'est engageant, et à la fois presque militant aussi. Parce que aujourd'hui, dans un groupe social, arriver à dire, aujourd'hui, moi, je fais le dry January, ça implique qu'on ait des réactions des autres. Ah bon, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as un problème de consommation? Moi, non, tout va bien. Donc, c'est en ce sens-là où je trouve que c'est quand même un acte courageux et puis militant. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que pour moi, c'est un défi social parce que se présenter encore une fois, dans un groupe, c'est aussi exposer une forme de question intime. Parce que c'est très intime de s'interroger sur sa propre consommation d'alcool. C'est aussi très intime de faire ce dispositif de dry January. Et en même temps, on peut se heurter à quelque chose de négatif de la part de notre entourage. Être mal jugé, être mal perçu. Parfois, certains peuvent aussi s'en défendre en disant « Oh là là, mais toi, tu as un problème de consommation », alors qu'en réalité, ce serait intéressant que chacun, finalement, s'interroge sur sa propre consommation. Et on peut avoir malheureusement des jugements, des mauvaises réactions de notre entourage. C'est pour ça que je trouve que c'est très important de pouvoir tenir cette place dans ce dispositif. Et puis, ce que je trouve aussi important, c'est de ne pas être seul par rapport à ça. C'est qu'il serait très intéressant, voire comme un challenge, de pouvoir se défier les uns les autres, comme dans un groupe de pairs, en se disant, allez, ce mois-ci, on est en groupe et on se lance tous le défi de pouvoir suivre le dry January. Ça permet de se sentir plus soutenu, et d'appuyer davantage sa position. Le premier outil, qui me semble très important, c'est celui de la question de ne pas être seul. Quel que soit ce qu'on choisit de faire, il est important qu'on se sente soutenu et qu'on ait des appuis autour de nous. C'est pour ça que je pense que le dry January peut être encore une fois comme un challenge à plusieurs où on se sent compris et entendu dans la démarche qu'on a choisi d'avoir. Ce qui est aussi important pour maintenir la motivation, c'est de savoir qu'il existe des groupes, des professionnels, des groupes de soutien, des groupes de parole. Moi, j'en anime quelques-uns et puis il y a des groupes de parole parce que c'est important pour quelqu'un qui a un problème de consommation de se sentir entouré, pas isolé et qui puisse partager aussi ce qu'il vit à travers l'épreuve qu'il traverse sur sa consommation d'alcool. Il y a aussi ce qu'on appelle les XAPA. C'est des centres de consultation ambulatoires qui proposent à des personnes qui ont des problèmes d'alcool d'être reçues, accompagnées par des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, des médecins. Certains d'entre eux peuvent proposer aussi des groupes de parole. C'est aussi un point d'appui par des professionnels. Et il y a des associations comme les Alcooliques Anonymes, qui œuvrent aussi pour des patients qui ont des problèmes d'alcool. Alors, au niveau des groupes de parole, oui, il en existe au centre hospitalier de Valence. Il y a lieu les mardis, tous les 15 jours, sur inscription au niveau du secrétariat. C'est un groupe de parole ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y être. C'est tous les 15 jours. Sur l'hôpital de Romans, il en existe 2. Il y a un groupe de parole sous le même format que celui de Valence, un groupe de parole ouvert à tous qui a lieu une fois tous les 15 jours.
cette fois-ci le jeudi après-midi, aussi sur l'inscription au niveau des hôpitaux de Rome Nord. Et puis, il y a un groupe qui a lieu une fois par mois, qui est un groupe autour de l'hypnose et de la musique et qui permet à certains de nos patients de se poser, de retrouver une forme d'état de bien-être et d'apaisement, en fait, avec son corps, tout en étant dans une forme de conte un peu hypnotique et musicale. Sur l'hôpital de Romans aussi, il y a un groupe qui s'adresse cette fois-ci à la famille et à l'entourage, parce qu'en fait, on est très attentif aussi à l'environnement de nos patients. Et on pense que ça contribue aussi à améliorer la motivation, l'adhésion du patient dans son soin, si aussi sa famille peut être soutenue et accompagnée. Donc ce groupe a lieu les lundis, une fois par mois, sur inscription au niveau des hôpitaux de Rome Nord. Il existe aussi un groupe de parole sur l'hôpital des Crêts qui va utiliser une médiation thérapeutique qu'on appelle le photolangage. Enfin, c'est des photos où chacun est invité à exprimer ce que ça représente pour lui. C'est vrai qu'elle peut être psychologique. En fait, on peut avoir plusieurs types de dépendance possibles. Il faut qu'on se dise que quelqu'un qui a un problème de consommation, il ne l'a pas par hasard. C'est-à-dire qu'il a trouvé dans l'alcool une forme de solution qui n'est pas la plus économique, qui n'est pas la plus évidemment sécure, mais c'est une forme de solution ponctuelle à quelque chose du côté d'un mal-être, quelque chose qui fait trop. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, l'alcool, effectivement, dans un premier temps, ça va donner l'illusion que ça va nous apaiser, nous permettre d'aller mieux. Mais en réalité, ça va nous créer une forme de dépendance psychologique. On va se dire que j'ai besoin de finalement consommer pour pouvoir poursuivre ma journée, pour pouvoir faire face à ce qui m'arrive. Et c'est là où on va tomber dans un système, une forme de circuit un peu infernal, et la dépendance psychologique va s'installer. Comme si on avait perdu le sens en réalité, en fait, on est tous et toutes capables de faire face à ce qui peut nous arriver de profondément difficile, parfois traumatique, et qu'en réalité, on a tous eu, à un moment donné, les capacités de faire face, mais qu'on a perdu le fil, qu'on ne sait plus faire, et qu'on croit que l'alcool va nous aider à pouvoir tenir et faire face à ce qui nous arrive. Est-ce que l'alcool peut être considéré comme une drogue? Oui, l'alcool est considéré comme une drogue parce que c'est un produit qui est une substance psychoactive, c'est-à-dire qui agit sur le cerveau, qui a des conséquences sur le cerveau. Il y a un ralentissement du corps qui induit un ralentissement du cerveau, un ralentissement du fonctionnement tout court de la personne. C'est aussi ce qu'on qualifie d'une drogue parce que ça entraîne plusieurs types de dépendance. La dépendance physique, dont on a parlé tout à l'heure, les tremblements, les nausées, les sueurs, la dépendance psychologique. Et puis, il y a une dernière dépendance qui est souvent abordée par nous, les infirmières dans le service, qui est la dépendance comportementale. C'est toutes les habitudes. Typiquement, le verre d'alcool avec la cigarette. Quand on va boire un coup dans un bar, souvent, on a sa clope au bec. Mais il y a plein d'habitudes. J'ai bien travaillé dans ma journée, je m'offre une petite récompense. Aujourd'hui, je m'offre mon petit verre de whisky parce que j'ai bien travaillé. Ou je viens d'être grand-mère, je vais aller prendre un petit verre de champagne pour fêter ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les dépendances comportementales. Peut-on boire un verre d'alcool pendant la grossesse ou l'allaitement? Alors, non, parce que l'alcool passe la barrière placentaire et que du coup, le bébé qui est à l'intérieur de la maman va avoir la même quantité d'alcool dans le sang que sa maman. Donc évidemment, si c'est délétère, si c'est dangereux pour la maman, c'est évidemment dangereux pour l'enfant. La réponse aujourd'hui, au moins en France et dans la plupart des pays, c'est 0 alcool pendant toute la grossesse. Pour ce qui est de l'allaitement, c'est un tout petit peu différent. On dit qu'on perd 0,10 mg d'alcool dans le sang par heure. Donc, si j'allaite mon enfant et que je veux boire un verre parce qu'on est le premier de l'an, oui, à condition d'avoir fait téter mon enfant juste avant, je bois mon verre et je ne refais pas téter mon enfant avant 2 ou 3 heures. Mais c'est un verre d'alcool. Si je bois 3-4 verres, il me faudra beaucoup plus de temps pour diminuer. L'alcool passe évidemment dans le lait. Ça reste déconseillé de consommer de l'alcool quand on allaite, en particulier les premiers jours où l'enfant est allaité à la demande. Donc, il est difficile de dire à son tout petit « Non, tu peux pas téter parce que maman a consommé de l'alcool ». Si je bois un verre de bière et un verre de whisky, c'est pas la même quantité d'alcool. Pour répondre un peu plus précisément à cette question, un verre de bière et un verre de whisky dans un bar, on parle en volume. Donc, si vous voyez un verre de bière, un petit verre de whisky, en termes d'alcool, il y a la même quantité d'alcool. On parle alors d'unité d'alcool. Une bière en grand volume de liquide correspond à une unité d'alcool, comme un petit verre de whisky. Non, c'est la même quantité d'alcool
qui est bu. Par qui je peux être pris en charge si j'ai l'impression que j'ai un problème avec l'alcool? Tu peux être prise en charge à l'US2A, l'unité de soins en alcoolologie et addictologie où on travaille tous les deux. Le patient peut aussi s'adresser au XAPA qu'on trouve en ville. Donc ici sur Valence, on a Addiction France qui est pas très loin de l'hôpital et on a aussi le XAPA de Tempo qui fait un petit peu pour l'alcool mais qui fait aussi plus spécifiquement pour les polyaddictions. Il y aura aussi les CARUD. Il y a aussi l'ELSA, l'équipe de soins de liaison en addictologie. C'est une équipe un peu spécifique dont on fait partie. Ou quand un patient a une problématique alcool ou autre, dans les services de l'hôpital, on est envoyé à son chevet pour pouvoir discuter avec lui de sa problématique. Ensuite, on aura tout ce qui est association d'anciens buveurs, Alcooliques Anonymes, Vie Libre, France Addiction, et il y en a plein d'autres en fonction de là où vous habitez et de vos ressentis personnels. Et en dernier lieu, on trouvera des groupes de parole. Si je m'aperçois pendant le Dry January que j'ai un problème avec l'alcool, arrêtez tout seul. Alors déjà, ça veut dire quoi avoir un problème? Une personne qui se pose la question, est-ce qu'elle commence à se dire ça va pas au bout de 1 jour sans alcool, 2 jours, 3 jours? Quand il y a une dépendance physique, effectivement, au bout de 2 à 3 jours sans consommation, la personne va ressentir un manque physique. Donc ça peut être des sueurs, des tremblements, ça peut aller jusqu'à des hallucinations visuelles, des problèmes cardiaques, il y a un risque vital. Donc, une personne qui se pose ces questions et qui a tous ces symptômes, il est très important qu'elle se tourne vers son médecin traitant pour peut-être reprendre une consommation modérée jusqu'à une prise en charge, demander des rendez-vous un peu plus spécifiques avec l'addictologie. L'alcool, c'est une question qui peut vraiment être prise en charge dans un terme plutôt médical. Le mois sans alcool permet de se poser des questions. Il n'y a jamais d'urgence à arrêter l'alcool. Déjà, se poser la question, c'est un grand pas. Et effectivement, toutes ces structures peuvent vraiment aider et accompagner les personnes. Si j'ai un ado à la maison, à partir de quel âge je peux lui servir un verre d'alcool? Une question auquel je ne vais pas répondre en termes d'âge, sachant que on peut quand même dire qu'il est interdit quand on est mineur d'acheter de l'alcool. Je dirais le plus tard possible. Alors, suivant la famille, suivant la culture, il peut arriver que des mineurs consomment. Donc, je vais redire que chaque verre n'est pas anodin. Que ce soit pour un adulte comme pour un mineur. Nous l'avons dit, c'est une substance qui rend dépendant et qui a une action psychoactive. Donc, elle a une action. C'est pas comme un verre d'eau. Et si je lui donne un verre de cidre, c'est pareil? Comme nous, on l'a pu le dire tout à l'heure, en termes de volume, un verre de cidre, suivant le volume de cidre qui est donné, ça correspond à une unité d'alcool. Chaque verre d'alcool n'est pas anodin. Donc, la réponse que je donnerais, le plus tard possible. Donc là, la galette des rois, c'est avec du jus de pomme. Par exemple, ok. Peut-être même pour tout le monde, je dirais, puisque nous sommes déjà au mois de janvier.